Bien, bonjour à tous, les courageux. On va donc débuter cette session que j'ai le plaisir de modérer avec Daphné Michelet, donc anesthésiste réanimateur à Reims. Et on a une session donc consacrée à la sédation et l'analgésie en réanimation pédiatrique. Et tout de suite, on va débuter avec le professeur Fabrice Michel donc, de Marseille pour parler de problématiques pédiatriques et de sédation alternative alpha-agoniste rémifentanil. Bonjour, merci d'être présent pour cette session très matinale. On va essayer de parler donc de la problématique de la sédation en pédiatrie et des molécules qui peuvent venir nous aider dans les situations un petit peu compliquées. Depuis quelques années maintenant, les années 80, on sait que les enfants ont mal. Merci Monsieur Anand, Monsieur Aike, dans cet article où effectivement, et plusieurs autres d'ailleurs de ces médecins, il a pu être mis en évidence que le fentanyl permettait de réduire la douleur globalement, ce qui n'était pas le cas avant, puisque vous voyez qu'en 1976, on a publié un très joli papier où on explique que les curares permettent de faire une très bonne chirurgie, de contrôler la ventilation, quand on contrôle la ventilation, mais il n'y a pas besoin d'analgésique. Donc ça, c'était une grande avancée des années 80. Et puis ensuite, un petit peu après, à la fin des années 80, on a commencé à utiliser du midazolam pour la sédation en réanimation. Et finalement, c'est comme ça que s'est développée une pratique de benzodiazépine et morphinique. Alors l'objectif de la sédation en réanimation pédiatrique, vous les connaissez, on va pas revenir sur ces objectifs. Très clairement, on va utiliser une analgésie, des médicaments sédatifs, hypnotiques, qui vont viser à faciliter les soins et puis à supporter les traitements. Et puis, ponctuellement, on peut utiliser des curares dans des situations particulières. On n'en parlera pas aujourd'hui. Alors, 30 ans après ces des travaux sur la douleur en pédiatrie, on a fait cette étude nationale où on a regardé ce qui se faisait en France en réanimation pédiatrique pour sédater les enfants. Et vous, c'est dommage, mais bon, ce qui va nous intéresser là, ça tombe bien pour l'instant, c'est le midazolam. Vous voyez que c'est très largement le midazolam et la morphine qui dominent les médicaments de la sédation. Et pour les morphiniques, on a quand même pas mal d'équipes qui utilisent le sufentanil. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe à l'étranger, les Japonais ont fait un petit peu la même étude il y a quelques années et on retrouve la même chose, l'utilisation de morphinique et de midazolam. Alors par contre, en France, on utilise assez peu le fentanyl, mais il y a beaucoup de pays en Europe et au Japon qui peuvent utiliser le fentanyl plutôt que la morphine. Dans cette étude assez récente, là aussi, où on regardait la sédation au cours des enfants qui étaient opérés de chirurgie cardiaque, en post-opératoire de chirurgie cardiaque. Alors, ce n'est pas beaucoup d'enfants, hein, vous voyez, puisqu'on est à 9, 12, mais on a la morphine qui domine pour les analgésiques et on a le midazolam qui domine largement pour les hypnotiques. Alors, quelles problématiques on rencontre en pédiatrie ? Alors, le premier problème qu'on rencontre, c'est des phénomènes de tolérance, de tachyphylaxie qui vont s'installer assez rapidement, que ce soit avec les opioïdes, mais également avec les benzodiazépines. Et donc, on va avoir un effet du médicament qui va diminuer progressivement. Et si on veut maintenir le même niveau d'effet, on va être obligé d'augmenter les doses de façon souvent significative. Il n'y a pas trop de définition sur ce qu'est cette tolérance. C'est pas défini dans la littérature. On sait simplement qu'on le fait, qu'on monte les doses et que l'effet diminue, mais on n'a pas défini très clairement à quel moment on pouvait considérer que ce phénomène était présent. Encore M. Anand qui avait publié ce travail en 2013 et lui avait étudié finalement les patients chez lesquels
la dose doublée au cours de la sédation. Et finalement, c'était sa définition à lui, c'est-à-dire que pour le même effet, on est obligé de doubler la dose. Et on voit que ce sont, dans cette étude, essentiellement des patients de post-opératoire qui vont avoir ces phénomènes, mais on voit que très clairement, cette dose augmente de façon très significative, et donc on va monter les doses. Dans l'étude sur la chirurgie cardiaque dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez qu'on arrive à des doses qui peuvent atteindre des bolus de 1,5 mg/kg, et en continu, il est rapporté jusqu'à 4 mg/kg/h de midazolam. Donc vous voyez que certaines équipes, pour maintenir ce niveau de sédation, vont monter les doses de façon majeure. Et c'est sans doute une des difficultés qu'on a en pédiatrie. Alors le problème, c'est que de monter les doses, et en particulier de benzodiazépines, c'est susceptible d'avoir des effets secondaires, et parmi eux, les phénomènes de délirium qui ont été très très largement décrits ces dernières années. Ça fait longtemps qu'on les pressent, mais toujours assez difficile à diagnostiquer. Ces dernières années, ça a été très largement étudié, et dans un papier de 2018, il a pu être montré que ce délirium était d'autant plus fréquent que les doses de midazolam étaient élevées. Bien sûr, l'augmentation de ces doses nous conduit aussi à des phénomènes de sevrage particulièrement désagréables pour les adultes, mais ils le sont aussi pour les enfants, même si ce n'est pas toujours aussi facile à identifier. C'est la même chose qu'ils vivent, et c'est vraiment quelque chose de très très compliqué. Ce syndrome de sevrage est là aussi dépendant des doses qu'on utilise, et plus on va utiliser des doses importantes, que ce soit des benzodiazépines ou que ce soit des opioïdes, on va majorer ce risque de syndrome de sevrage. Et finalement, on se retrouve dans des phénomènes assez complexes pour la prise en charge de la sédation, et ce diagramme qui est proposé par Lepsnik lors d'une conférence de consensus, nous satisfait pas beaucoup, parce que vous voyez, quelle que soit la zone dans laquelle on a un problème. On n'arrive pas à avoir une sédation qui ne nous pose pas de problème. Et donc c'est une vraie difficulté, et se sont développées des sédations alternatives. Alors on va voir que finalement les choses sont assez difficiles à palper très clairement. Alors on va parler rapidement des opioïdes, du rémifentanil, parce que c'est la molécule la plus récente, on va dire, et qui potentiellement peut apporter quelque chose, puisqu'elle a une durée d'action extrêmement courte. Mais en réanimation pédiatrique, les données sont quand même assez pauvres. Quelques données de chirurgie post-opératoire, de chirurgie orthopédique, où vous voyez des groupes de 11 patients, hein, ça fait pas énorme, mais enfin, dans cette étude-là, les auteurs comparaient une sédation post-opératoire avec de la morphine, ou bien avec du rémifentanil ou du fentanyl. Non, c'était fentanyl versus rémifentanil, pardon. Et globalement, ils étaient assez satisfaits, avec une tachyphylaxie qui semblait pas beaucoup plus importante qu'avec le fentanyl, et peu d'effets secondaires très gênants. Donc clairement, les auteurs concluaient que c'était une molécule qui était utilisable, mais ceci dit, ils ne montraient pas de différence significative sur le délai d'extubation, qui était potentiellement recherché avec cette molécule d'action courte. D'autres auteurs ont étudié rémifentanil et propofol pour le sevrage de la ventilation, et effectivement, ils ont pu montrer que c'était une bonne solution, mais ils ne comparaient pas. Ils expliquaient simplement que c'était une possibilité, que ça permettait d'extuber les enfants assez rapidement après l'arrêt de cette sédation. Et là, il n'y avait pas de comparaison. Et enfin, dans ce travail, les auteurs ont comparé une sédation rémifentanil-midazolam versus fentanyl-midazolam pour l'analgésie, là aussi chez des enfants qui sont intubés et ventilés. Et pour le coup, on voit très bien qu'on a un délai d'extubation qui est beaucoup plus rapide dans le groupe rémifentanil, avec des délais en minutes qui sont significativement différents. Néanmoins, dans cette étude,
cause ou pas, les patients dans le groupe fentanyl reçoivent dans le groupe rémifentanyl reçoivent 2 fois moins de midazolam, donc ça peut aussi largement participer à cet effet. Ceci dit, là encore une fois, les auteurs ne retrouvent pas de complications particulières à l'utilisation du rémifentanyl, en particulier pas de nécessité d'utiliser des doses élevées, et ça c'est quand même quelque chose d'important. Néanmoins, ce sont des durées de ventilation qui sont relativement courtes, puisqu'on est toujours en dessous de 3 jours de ventilation. Enfin, il y a une étude assez récente qui s'est intéressée à l'administration de rémifentanyl dans le neurotrauma. Et alors ça, c'est à la prise en charge du neurotrauma pour les neurotraumas de gravité modérée. Alors là aussi, c'est une étude complètement observationnelle et les auteurs expliquent qu'effectivement, on peut utiliser le rémifentanyl, mais il n'y a pas de molécule associée. Donc c'est vraiment plus à visée antalgique que sédative. Et les auteurs, dans ce travail, rapportent que plusieurs patients ont pu être pris en charge grâce au rémifentanyl, y compris avec des pressions intracrâniennes, et que certains qui ont eu des poussées d'hypertension intracrânienne ont pu être ensuite sédatés avec d'autres molécules que le rémifentanyl, évidemment. Donc la question, c'est de savoir s'il y a une tolérance à cette molécule, comme elle existe avec les autres morphiniques. Et les adultes ont bien montré, et c'était il y a déjà un petit moment, que c'était quelque chose qui survenait dans un certain nombre de patients. Et en pédiatrie, il y a très peu de données, mais la seule étude qui se penche un peu sur les facteurs de risque de cette tolérance et sur l'utilisation du rémifentanyl, montre que très clairement les syndromes de sevrage et les phénomènes de tolérance surviennent de façon très significativement plus souvent quand on utilise du fentanyl ou du rémifentanyl que de la morphine. Je crois que c'était 83 fois plus souvent. Donc très clairement, c'est une molécule qui a peut-être une place, mais qui n'a pas révolutionné, on va dire, la sédation en réanimation pédiatrique. Alors, molécules qui ont été plus utilisées dans le cadre de la sédation en réanimation pédiatrique sont les alpha-2 agonistes. Donc, je vous rappelle qu'ils vont créer un effet feedback en stimulant les alpha-2 récepteurs des neurones présynaptiques et en diminuant la sécrétion de norépinéphrine, et donc vont agir partout où le système sympathique agit en diminuant cette activité. Et puis au niveau du locus ceruleus, qui va provoquer l'effet sédatif de ces molécules. Alors la clonidine, la première fois que c'est rapporté dans la littérature, vous voyez, ça date déjà, c'était en 2000, comme quoi on pouvait l'utiliser, qu'il y avait un effet dose dépendant sur l'effet sédatif. Bon, en fait, M. Anand, déjà dans des travaux antérieurs, parle de la clonidine comme adjuvant de la sédation, comme molécule qui peut être utilisée dans un syndrome de sevrage. Mais très clairement, il n'y a pas d'études sur le sujet et il y en a globalement très très peu. Alors je ne sais pas quelle est votre expérience, mais moi j'utilise la clonidine depuis que je fais de la pédiatrie, ça commence à dater un peu. En néonatologie, en pédiatrie, on l'utilise énormément, et quand on voit le niveau de preuve dans la littérature, c'est assez impressionnant comme il est extrêmement faible. En tout cas, les utilisations rapportées sont l'épargne morphinique, la sédation insuffisante, et donc on va venir ajouter cette molécule, ou des syndromes de sevrage. Et on va utiliser, ça va pouvoir marcher avec les opioïdes et les benzodiazépines, et aussi avec les syndromes de sevrage de la dexmédétomidine qu'on commence à connaître avec son utilisation qui se développe. En tout cas, on peut l'utiliser par voie IV orale ou transcutanée, mais c'est vrai que les données dans la littérature sont assez pauvres. Et puis il y a la dexmédétomidine, dont on parle beaucoup. C'est une molécule qui est plus récente, mais surtout son utilisation en Europe, mais aux États-Unis, on l'utilise aussi depuis près d'une vingtaine d'années. Pas d'AMM en pédiatrie en France, mais son utilisation s'est quand même développée, on va le voir. Et là aussi, très honnêtement, le niveau de preuve, il est assez bas. On va l'utiliser de la même manière que la clonidine. Avec, vous voyez dans notre étude, et c'est super parce que les chiffres apparaissent, c'est magique, il y a quand même près de 20% des patients en réanimation pédiatrique en France
qui reçoivent de la dexmédétomidine au jour J de l'étude. Alors, ce n'est pas le jour J, mais on a fait 5 jours d'étude. Il y a 20% des patients qui reçoivent de la dexmédétomidine et 15% qui reçoivent de la clonidine. Donc, c'est quand même des molécules qui sont très largement utilisées. On a également présenté cette année les résultats d'une étude qu'on a menée sur la dexmédétomidine dans le service, où on a pu montrer, en particulier dans le groupe de chirurgie cardiaque, qu'on avait une augmentation de son utilisation, puisqu'on passait de... Il faut que je retrouve exactement les chiffres, excusez-moi, d'une augmentation en tout cas de 12 à 33% des patients qui en recevaient, avec chez ces patients, il semblerait une diminution des syndromes de sevrage. Alors c'est une étude rétrospective qui a ses limites, mais qui n'était pas inintéressante. Et enfin l'étude japonaise que je vous ai présentée tout à l'heure a étudié également l'utilisation de la dexmédétomidine, et en fait ils ont comparé les sédations de la première semaine et d'après la première semaine, et vous voyez qu'en fait il y a un shift qui se fait entre le midazolam et la dexmédétomidine pour les sédations prolongées. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est beaucoup développé, et globalement ça cadre avec les recommandations qu'on retrouve dans la littérature, et en particulier les guidelines de l'ESPNIC publiés en 2016. Alors tout ça, c'était vraiment quelque chose qui était, on va dire, qui coulait un petit peu de source. Des molécules pour lesquelles on a des niveaux de preuve assez bas, mais qui sont très utilisées dans la vie courante. Et puis, très récemment, on a vu survenir de nouvelles recommandations aux États-Unis. Et donc, la Société de Critical Care Medicine a étudié un petit peu la possibilité de faire peut-être un peu autrement que nous. Et effectivement, dans leurs recommandations, ils recommandent d'utiliser en réanimation pédiatrique, en première intention, la dexmédétomidine comme sédation. Alors, il y a beaucoup de travaux dans les littératures, mais il n'y a pas beaucoup de travaux qui ont une valeur scientifique très importante. Donc il recommande d'utiliser la dexmédétomidine en première intention dans la chirurgie cardiaque, et il le suggère aussi quand il y a un risque de tachyarrhythmie. Et donc très clairement, cette molécule, elle prend une nouvelle place, et c'est plus une alternative, c'est une molécule qu'on va pouvoir utiliser d'emblée pour la sédation. Le problème, c'est que dans la littérature, alors il y a beaucoup de travaux, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont beaucoup de valeur. Et ce sur quoi s'appuient les auteurs, c'est trois travaux. Ce premier, qui a étudié la dexmédétomidine dans le post-op de chirurgie de la scoliose, une étude turque, avec 22 patients par groupe. Deuxième travail, un travail qui comparait l'utilisation de la dexmédétomidine chez les patients brûlés, 20 patients par groupe. Et troisième travail, donc ce sont des études qui étaient contrôlées, randomisées, où c'était dexmédétomidine versus midazolam, 10 patients par groupe, une étude assez ancienne puisqu'elle a été faite dès 2004. C'est sur ces trois travaux que ces recommandations sont proposées. Donc ça paraît assez étonnant, et ça paraît d'autant plus étonnant que dans le même journal sont publiés des travaux dont le niveau de preuve n'est pas beaucoup plus haut, mais qui ne sont pas cités, et en particulier celui-là, qui a une étude pilote sur la dexmédétomidine dans la sédation chez les patients qui sont ventilés. Et on n'en parle pas beaucoup dans les recommandations des sociétés savantes, mais très clairement, ces molécules, et en particulier la dexmédétomidine, est responsable d'effets secondaires comme la bradycardie et l'hypotension de façon significativement plus importante. Et quand on dit significativement plus importante, c'est assez significatif, puisque c'est des groupes là aussi où on a 30 patients et qu'on arrive à montrer une différence. Donc vraiment, probablement, des effets secondaires qui sont assez peu considérés, on va dire, dans ces recommandations. Dans cette récente méta-analyse, là, qui n'était pas parue là, pour le coup au moment des recommandations, 3267 patients. Alors, vous voyez que c'est 91% d'études monocentriques, 88% d'études rétrospectives. Donc quand même, le poids de ces études reste... Alors c'est pas mal d'études, mais ça reste quand même assez discutable. Et vous voyez que là aussi, on retrouve 2,6% d'hypotension, 2,6% de bradycardie.
Malheureusement, le bénéfice qu'on attend de l'utilisation de ces molécules, que sont le délirium et le syndrome de sevrage, on ne les retrouve pas dans ces analyses, ils sont très peu décrits. Et en tout cas, il n'y a pas d'étude qui dit on a moins de délirium. Et ça, il me semble un problème pour recommander formellement son utilisation en première intention au vu des effets secondaires qui sont susceptibles de survenir. Quant au syndrome de sevrage, je ne vais pas présenter ici, mais il y a des études qui commencent à montrer que quand on utilise la dexmédétomidine comme seul médicament et de façon prolongée, on a exactement la même chose si on arrête brutalement le médicament. Donc on est obligé aussi de diminuer progressivement les doses de médicaments. Alors il y a bien d'autres molécules, on n'a pas le temps d'en parler, c'était peut-être pas le sujet du jour, mais à mon avis elles ont aussi tout leur intérêt dans la sédation en pédiatrie, et ce sont aussi des molécules alternatives qu'on utilise d'ailleurs pas mal, en particulier la kétamine, très très largement utilisée, et finalement aussi assez peu étudiée dans la sédation en réanimation. On l'utilise, mais qu'est-ce qu'on fait exactement, c'est pas très très clair. En conclusion, la morphine, ça reste sans doute le meilleur opioïde et un des plus utilisés en tout cas, en particulier avec moins de syndrome de sevrage ou des syndromes de sevrage peut-être moins sévères qu'avec les molécules d'action plus courte. Il y a absolument une nécessité de contrôler les doses de benzodiazépine. Ça, c'est un des facteurs principaux de la survenue de délirium. Donc clairement, il faut essayer de les diminuer en utilisant d'autres molécules. Il y a sûrement une place plus grande pour les alpha-2 agonistes que celles qu'on utilise aujourd'hui, particulièrement dans la sédation légère. On peut imaginer qu'effectivement, ça peut être une molécule intéressante. Est-ce que c'est une molécule qui est sûre? Moi, je pense que c'est un peu tôt pour garantir cela. Il y a potentiellement moins de délirium, mais là aussi, ce n'est pas prouvé. Il y a toujours des syndromes de sevrage. Enfin, quand une sédation profonde est indispensable, à ce moment-là, on va associer les molécules, et je crois que vraiment, il faut penser à toutes les molécules qu'on a sous la main pour essayer de limiter les effets secondaires. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette revue de toutes les molécules de sédation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, avant les questions, moi je voudrais juste faire une remarque concernant le propofol. En France, le propofol est contre-indiqué dans la sédation continue de l'enfant de moins de 16 ans en raison du risque de perfusion, de syndrome de perfusion du propofol. Donc on est habitué à prescrire hors AMM, on fait dans en gros les 80% des patients, mais quand on a une contre-indication, je vous encourage à la respecter. Alors on peut faire des bolus, c'est juste le sujet de la sédation continue. Alors c'est une remarque qui est importante parce qu'effectivement, le propofol, enfin en tout cas moi dans la pratique, je vois qu'on l'utilise un petit peu de plus en plus. Alors ça reste encore très ponctuel. Par contre, les recommandations américaines sur la sédation considèrent qu'on peut utiliser le propofol en sédation, en perfusion continue, et propose jusqu'à 48 heures à 4 mg kg/h. Il y a eu encore il n'y a pas très longtemps 2 décès en France. Voilà. On ne va pas épiloguer là-dessus. Vas-y Isabelle. Mais je pense que c'est une chose d'être hors AMM, c'en est une autre d'être contre l'AMM. C'est plus difficile à justifier. La contre-indication, c'est pas hors AMM. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Il faut poser des questions. Alors moi, j'en ai une. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour limiter le risque de syndrome de sevrage, qui est un vrai problème, en dehors du fait déjà qu'il faut le rechercher, mais est-ce qu'il y a vous avez une stratégie dans ton service? Alors, on n'a pas beaucoup de solutions. Alors nous, on est un service où en plus on utilise des médicaments qui sont peut-être plus à risque parce qu'on utilise beaucoup le sufentanil en sédation. Et très clairement, on a des syndromes de sevrage. La meilleure solution, évidemment, c'est de diminuer progressivement ces molécules, et en particulier pour les benzodiazépines. Très clairement, on peut, chez les enfants qui ont une tolérance importante, chez qui on a monté les doses de midazolam, on peut très vite se retrouver avec des enfants qui ont très peu d'effets malgré des doses très importantes. Et ça n'empêche pas, par exemple, une extubation malgré des doses importantes de midazolam. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer, plutôt que de les arrêter brutalement pour une extubation, surtout quand la sédation a duré longtemps. Donc nous, ça nous arrive très régulièrement de
d'extuber avec des doses encore importantes de midazolam, voire de morphinique. Alors, très clairement, quand on utilise des molécules comme le sufentanil ou le fentanyl, on peut aussi switcher à la morphine, peut-être la veille du jour où on va faire l'extubation, et ça peut permettre aussi d'avoir moins d'effets respiratoires et finalement de sevrer de la ventilation sans avoir les effets avec moins d'effets néfastes que les molécules d'action rapide. Et nous, on utilise beaucoup la clonidine, on utilise beaucoup la dexmédétomidine dans cet objectif-là. Néanmoins, ça se fait un petit peu, c'est pas protocolisé dans notre service. On voit qu'on l'utilise de plus en plus, mais il n'y a pas beaucoup de données dans la littérature qui affirment que c'est quelque chose qui est efficace. Juste pour prolonger, Vincent, je te donne la parole juste après. Est-ce que tu penses qu'il y a une place pour les neuroleptiques, justement? Alors, les recommandations américaines disent qu'on ne doit pas utiliser les neuroleptiques en prévention du syndrome de sevrage, par contre, ou prévention du délirium d'ailleurs. Nous, on ne l'utilise pas dans les syndromes de sevrage, on l'utilise par contre dans le traitement du délirium, quand vraiment on a des patients qu'on n'arrive pas à sédater correctement et qu'on considère qu'on est plus dans un état de délirium que dans un état de tolérance, on va utiliser les neuroleptiques. Là, pareil, hein, pas de données dans la littérature. Là, c'est pas un petit peu, c'est pas de données dans la littérature sur le sujet et des effets pas toujours évidents. Des fois, ça marche très bien, des fois non, et c'est vrai qu'on ne sait pas. Voilà, c'est quand même une vraie difficulté. Vincent? On t'entend, mais pas dans le micro, mais on t'entend. Oui. Qu'on travaille avec... Alors, là, c'est parti. Bon, ok. Je baisse un peu. Ça fait 30 ans qu'on travaille avec des molécules pour lesquelles on a des niveaux d'évidence bibliographique qui sont très faibles. Il y a quelque chose qui m'échappe. Conceptuellement, il n'y a pas la place simplement à ce qu'on fasse un grand travail en se coordonnant tous sur les molécules d'usage les plus courants. Alors, bien sûr, la recherche difficile... Enfin, où est l'obstacle culturel qui fait qu'on reste sur ce faible niveau de preuve? Propose-nous un travail collectif, Vincent, on le suivra. Non, mais ça peut paraître un peu naïf, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui, sur le terrain, empêche les gens de sortir d'habitude de prescription? Parce que, est-ce que vous avez l'impression que quelque chose a bloqué le fait qu'on fasse une étude multicentrique sur 2 molécules? Comment ça se fait que sur ce point précis, qui est quand même sur des collectifs de patients qui sont extrêmement importants, relativement homogènes? Non, je pense que justement, je crois que c'est justement l'inhomogénéité des patients qui est un vrai frein à ces études. D'ailleurs, c'est des toutes petites études qu'on a parce que c'est justement des populations homogènes, mais avec peu de patients pour arriver à étudier les effets. Ça, je pense que c'est un vrai frein. Et puis, il y a une autre difficulté, hein, très clairement, c'est qu'il y a une hétérogénéité aussi de la réponse aux médicaments. Il y a vraiment des enfants pour lesquels on n'aura aucun problème, d'autres. Et ça, vraiment, on sait pas, on connaît vraiment très très mal les causes de ces complications de la sédation, on va dire. Et je pense que ça aussi, ça freine un petit peu dans la mise en place de ces études parce que c'est pas très très facile d'évaluer ça. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même les outils, en particulier pour le délirium, le syndrome de sevrage, et bien sûr la sédation et le confort, les outils au niveau des scores et au niveau de l'évaluation qui nous permettraient sans doute de mettre en place des études de grande ampleur. Après, il y a aussi des pratiques très différentes et c'est très difficile de dire à un service faites comme ça et à l'autre service faites comme ça quand on n'a pas... Et justement, d'où ma question sur le terrain. Est-ce que vous pensez que si quelqu'un s'emparait en coordination avec la DARPEF de la thématique, il pourrait y avoir des blocages culturels qui feraient que, bah non, nous, on ne va pas participer à l'étude parce que ça fait 20 ans qu'on fait comme ça? Où il y a... Abel?
ce sont deux cultures différentes. Donc ça nécessite en termes d'études multicentriques, etc., ça nécessite un certain travail relationnel. Ça, c'est la première chose. Pour les neuroleptiques, nous, on utilise beaucoup les neuroleptiques d'emblée. C'est-à-dire que ça nous évite de mettre du midazolam, par exemple. En fait, l'objectif, c'est de ne pas utiliser des benzodiazépines. Enfin, moi, je parle de notre pratique. Et finalement, on utilise les neuroleptiques assez tôt, aux doses le plus faibles possible, mais c'est quand même non négligeable. Et finalement, nous, on est très, très peu, alors je pense à un lien que vous avez fait, je n'ai pas du tout dit ça, hein, on est très peu confronté au syndrome de sevrage, mais on n'utilise quasiment pas de midazolam. Quelle molécule vous avez choisi? Le dropéridol. Ok. Alors, on fait ça IV au départ et puis le tertian après. C'est moins cher que l'Adex. On utilise aussi l'Adex, mais c'est assez décevant, l'Adex, je trouve. Merci beaucoup. Je crois qu'on va devoir arrêter là pour rester dans le timing.